Est-ce que tu penses que, du coup, en tant que fille d'immigrés en France, c'est plus dur de monter un business ou d'investir? Donc avant, j'étais dans la réserve militaire, je suis partie en opération extérieure en 2018. J'ai passé 6 mois sur un théâtre de guerre et je me suis rendu compte que ma vie était pourrie. Il y a eu un moment où tu as perdu une grosse somme d'argent. J'ai perdu quasiment 80 000 € sur un chantier. Combien tu gagnes aujourd'hui si on devait comparer, par exemple, entre tes investissements et ton business? Enfin, moi, je dis toujours, l'immobilier, c'est le tremplin du pauvre. C'est l'investissement du pauvre. Cap ou pas cap de balancer un énorme dossier sur un concurrent pour l'éliminer? Salut la team et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast L'argent, rien que la vérité. Vous le savez, dans ce podcast, on interviewe des entrepreneurs, des investisseurs, des entrepreneuses, des investisseuses. J'aurais dû commencer par les femmes d'ailleurs parce que c'est plus poli. Mais aujourd'hui, on reçoit une invitée, les gars. Je suis trop contente de l'avoir sur le podcast parce que, en dehors d'être une invitée, une entrepreneuse et investisseuse d'exception, c'est aussi une amie, une très bonne amie avec qui on a commencé. Et je ne me voyais pas partir en Thaïlande sans l'interviewer pour qu'elle puisse venir partager son expérience et sa transparence. Donc, je suis très contente aujourd'hui d'accueillir Tania. Salut! Et on dit bien Tania et pas Tanja. Oui, Donc, je te laisse te absolument. présenter. Salut à tous, je m'appelle Tania, je suis formatrice et consultante en finances personnelles, investissement et gestion de patrimoine. Tu fais ça depuis du coup combien de temps? Est-ce que tu peux nous parler vraiment de ton parcours? Parce que tu as une histoire quand même qui est très inspirante déjà, mais aussi très atypique. Oui. Donc je pense que ça peut être très pertinent de nous raconter vraiment tes premiers pas dans ce milieu-là Ok. et par quoi en fait tu es passé. Je vais essayer de la faire courte, parce qu'effectivement, c'est une histoire qui est un peu longue. Mais mes premiers pas dans la finance et l'investissement, c'était fin 2019. Et en gros, pour remettre un petit peu le contexte, moi, j'ai refait ma vie à 28 ans. Donc avant, j'étais dans la réserve militaire. Je suis partie en opération extérieure en 2018. J'ai passé 6 mois sur un théâtre de guerre et je me suis rendu compte que ma vie était pourrie et que j'avais envie de tout changer. Et donc, quand je suis rentrée, j'ai tout plaqué, j'ai refait ma vie à zéro, j'ai déménagé, j'avais pas de job, j'ai retrouvé un job. Et à partir de là, je me suis focus sur ma carrière. Et une fois que j'avais ma carrière, mon job, etc., je dis bon, c'est quoi la suite? Et c'est là où j'ai découvert l'investissement. Donc, j'ai commencé sur les marchés financiers. Et puis après, j'ai acheté mes premiers biens immobiliers. J'en ai acheté 5 en 2 ans. Et après, j'ai quitté mon job pour pouvoir monter ma boîte, tout simplement. Ok. Donc on a beaucoup de choses à développer ensemble, mais au moins là, c'est vrai que tu as fait un résumé rapide. Toi, aujourd'hui déjà, avec tout ce que tu fais, quelle est la partie qui te stimule le plus? Est-ce que c'est plus la partie, donc dans la finance, déjà, quelle est la partie qui te stimule le plus? Est-ce que c'est plus la partie entrepreneuse, monter un business, ou la partie investissement? C'est clairement la partie business. Moi, j'ai créé un business passion parce que la finance est devenue une passion. Et j'ai réussi en fait à trouver quelque chose qui soit un peu à la quintessence de ce que je sais faire, de ce que les gens apprécient chez moi, de ce que je peux monétiser, etc. C'était un peu vraiment au centre de mon ikigai, c'est la pédagogie, d'où le fait que je choisisse la formation. Ça peut paraître hyper bateau parce que la formation, c'est quelque chose d'hyper répandu, tout le monde fait ça aujourd'hui, c'est un peu le business que tout le monde fait. Au début, c'était un business que je voulais pas du tout faire, justement parce que je voulais pas être un copier-coller. Mais en fait, le problème, c'est que les gens m'ont demandé. Parce que j'ai une façon de dire les choses qui est hyper cash et transparente. Mais j'ai aussi, je suis quelqu'un de pédagogue qui explique facilement les choses compliquées. Et donc, du coup, les gens ont vraiment commencé à me réclamer ça. Et en fait, je me suis vraiment dit, en fait, c'est ça que je veux faire. Parce que c'est là où j'ai un talent. En toute modestie, voilà, la pédagogie, ça fait partie de ce que j'aime faire et de ce que je sais faire. Et en plus, dans un milieu qui me passionne, à savoir la finance. Donc ça, c'est quelque chose que je fais depuis 1 an et demi. Donc là, aujourd'hui, j'ai un produit qui s'appelle Booster Finance et ça fait 1 an et demi que je fais ça. Oui, d'ailleurs, comme pour chaque invité, vous aurez évidemment tous les réseaux de Tania en barre de description. Vous aurez aussi le lien pour aller voir Booster Finance, qui est aujourd'hui la première offre que tu proposes. Voilà, si jamais ça vous intéresse ou si dans son parcours, on fait des références à Booster Finance, vous savez que vous avez le lien en tout cas en barre de description. Ok, très cool. Donc toi, là, on va en fait objectivement essayer d'avoir le plus de transparence sur ton parcours pour que les personnes ou les rageux qui ont du mal justement avec l'argent puissent lever aussi leurs croyances limitantes et se rendre compte que tout ne vient pas tout cuit dans la bouche. Est-ce que tu peux déjà nous parler aussi un peu de l'histoire, je sais, de tes parents? Je me permets de Oui, le bien dire sûr. parce que je sais que ça va aussi jouer dans cet épisode.
Ouais. Après, c'est vrai que les gens qui pensent qu'on est des vilains riches ne vont pas regarder ce genre de contenu parce que pour eux, ils sont vraiment vachement dans l'idéologie, mais c'est encore un autre débat qu'on pourrait avoir. Effectivement, moi, je suis fille d'immigrés, j'ai été naturalisée à 3 ans, donc je suis née en France, mais de parents étrangers. Le droit du sol n'étant pas automatique en France, j'ai eu la nationalité quand mon père l'a eu. Parce qu'en fait, c'est mon père qui est arrivé d'abord en France quand il était dans sa jeunesse pour pouvoir travailler. Et ensuite, il est rentré en Yougoslavie à l'époque, donc c'était la Yougoslavie. Et c'est là où il a rencontré ma mère, il a fait son service militaire là-bas, il voulait rester là-bas. Puis quand Tito est mort, Tito qui est l'ancien président dictateur yougoslave, ça a commencé à puer un peu parce que c'était un régime communiste. Et ils se sont dit qu'il fallait qu'ils saisissent une fenêtre de tir pour partir. Et ils sont partis, ils sont installés en Alsace, où je suis née. Et ils ont travaillé en tant qu'ouvriers dans une usine en Alsace. Donc moi, je suis née dans ce contexte-là. On habitait dans des HLM à l'époque. Ensuite, mes parents ont pu acheter une petite maison, toujours en Alsace, dans un patelin, toujours en étant ouvrier. Ma mère travaillait de nuit. Mon père travaillait de jour. Donc, en fait, il s'alternait. Ça permettait en fait, de ne pas mettre les gosses à la garderie, même si je suis passée. Et voilà, j'ai grandi dans ce milieu-là. Après, mes parents, ils sont passés d'ouvriers à commerçants, parce qu'ils ont eu une opportunité pour devenir vendeurs dans des magasins. Ils ont un petit peu monté les échelons. Ma mère était artisane et mon père était vendeur. Donc en fait, ma mère était dans l'atelier derrière. Mon père vendait au magasin. Mon père est devenu gérant de magasin. Ils ont commencé à voir en fait pour acheter le fonds de commerce. Et le problème, c'est que la crise de 2008 est arrivée. Donc D'accord. grosse crise, grosse faillite. Donc là, ça a été la catastrophe parce qu'en fait, ils travaillaient dans le milieu du bâtiment. Et il y a une expression en français qui dit quand le bâtiment va, tout va. Quand le bâtiment va pas, il n'y a rien qui va. Et quand c'est la crise financière comme ça l'était en 2008, ça n'allait pas du tout. Donc ils ont fermé et à partir de là, ils se sont retrouvés sans emploi. Mon père était en partie handicapé parce qu'il s'était blessé régulièrement au travail. Donc il n'avait plus de taf. Et moi, c'est ouf parce qu'en fait, 2018, j'ai eu mon bac. Et en fait, c'était le moment où j'ai commencé mes études. Donc au début, ça allait 2008. parce que, ouais, 2008, j'avais 18 ans. Et donc, c'est là où j'ai commencé mes études. Donc, au début, ça allait parce que voilà, il y a toujours cette phase de transition. C'est pas pile en 2008 qu'ils ont fait faillite, c'était plutôt 2009, une fois que ça a commencé à bien se casser la gueule. Et je me souviens très bien cette espèce de dégradation de notre situation au fur et à mesure que mes études avançaient, ce qui fait que j'ai fini boursière. Et comme je voulais faire des études longues, ça a été assez difficile. Et j'ai dû très rapidement trouver du taf une fois que j'avais eu mon diplôme, sachant qu'en plus, je me suis endettée. J'avais fait un crédit étudiant pour pouvoir terminer mes études. Donc, ça n'a pas été de la tarte. Mais j'imagine. Est-ce que tu penses que, du coup, en tant que fille d'immigrés en France, c'est plus dur pour les immigrés ou que pour les Français de monter un business ou d'investir? Oui, c'est plus dur et ça peut être plus dur à divers égards. Parce qu'après, moi, c'est vrai que je suis entre guillemets de la bonne couleur. Il y a des immigrés qui n'ont pas la bonne couleur et pas forcément la bonne religion. Je pense que c'est encore plus difficile pour eux parce que c'est pas évident de s'intégrer. Mais c'est difficile dans tous les cas parce que moi, par exemple, j'ai fait des études de lettres et j'ai fait prépa. J'ai fait une prépa lettres sup. Donc j'ai fait Hippocagne et Cagne. Et en fait, c'est à ce moment-là que j'ai constaté mon énorme retard culturel par rapport aux Français de souche qui, eux, étaient extrêmement cultivés. Ils avaient des références que moi, j'avais pas. Et je pense que ça m'a pas aidé en fait à réussir. Et pour moi, ça a été très compliqué, par exemple, de réussir les concours. Moi, j'avais fait le concours de l'ENS Ulm, donc l'école normale supérieure de Paris. J'ai fait Saint-Cyr, j'étais admissible à Saint-Cyr, mais j'ai pas réussi l'oral. Après, je vais pas accuser mes origines ou mon background en disant bah oui, c'est parce que il y a, on va dire, des inégalités systémiques qui font que j'ai pas réussi les concours des grandes écoles. Non, c'est juste que j'étais pas assez bonne. Les raisons, elles sont ce qu'elles sont. Effectivement, j'étais fille d'immigrés, j'avais un énorme retard qui faisait que c'était très compliqué à combler en 2 ans. Et c'est OK parce que j'ai eu une autre vie et aujourd'hui, ma vie me convient parfaitement. Donc, Oui, bien sûr. En fait, moi, je te disais ça, c'est surtout justement à savoir de se dire est-ce que la France donne des chances égales à tout le ah monde oui, oui. aujourd'hui en termes d'entrepreneuriat et d'investissement ou est-ce que effectivement toi tu as ressenti en tout cas que ça t'avait peut-être handicapé sur certains aspects et donc là par exemple oui peut-être au niveau de tes études ou en tout cas Mmh. de l'éducation, enfin quand je dis éducation je parle de la connaissance peut-être culturelle. Je pense que la France, comparée à d'autres pays dans le monde, c'est un pays où l'ascenseur social fonctionne encore. Il y a l'école publique, il y a tout qui peut être, on va dire, gratuit, c'est-à-dire payé par le contribuable. Donc, que ça soit la santé, que ça soit l'école, surtout à mon époque, tout était fait pour que tout le monde ait ses chances. Il fallait la saisir, en fait. Moi, je me suis élevée grâce à l'école, clairement. J'ai eu mes diplômes grâce à l'école, je me suis élevée grâce à l'école. Ensuite, j'ai travaillé, etc. Ça a mis du temps, bien sûr.
Parce que voilà, on ne rattrape pas des générations d'inculture. Parce que voilà, mes parents étaient illettrés. Je fais des études de lettres, donc ça met Tes du parents temps. parlaient français? Oui, mes parents parlaient français. Ma mère a toujours son accent, elle le parle très mal. Ok. Mais mon père parlait mieux français parce qu'il était arrivé plus tôt en France. Mais ils sont illettrés. Donc, Ok. ils ne sont pas analphabètes, mais illettrés. Et ça ne m'a pas empêché de faire des études de lettres, comme quoi il n'y a vraiment aucun déterminisme. Mais je pense que malgré ça, effectivement, la France permet à tout un chacun en fait, de progresser socialement, si tant est qu'on s'en donne un petit peu les moyens. Alors certes, le fait d'être parti de beaucoup plus bas, je vais mettre peut-être plus de temps à arriver au sommet, mais c'est quelque chose qui est possible. Et je veux dire, ma situation n'a rien à voir par rapport à celle d'il y a 25 ou 30 ans. Effectivement, c'est complètement différent. Et donc, il y a ce vecteur-là de l'école, mais il y a aussi d'autres leviers, comme le levier du crédit, qui est très accessible en France. N'en déplaise, on pourra dire ce qu'on veut, on peut emprunter en France. Et c'est beaucoup plus facile en France que dans mon pays d'origine, par exemple, dont j'en sais quelque chose. Donc oui, je pense qu'il y a un ascenseur social. Il est peut-être un peu rouillé, peut-être qu'il est un peu lent. Peut-être qu'il ne dessert pas tous les étages, mais il existe. Et comparé à d'autres pays, c'est déjà très bien. Oui, oui. Moi, après, je te rejoins sur cet aspect-là. Surtout sur l'aspect du crédit bancaire. Moi, de toute façon, on va en parler parce je pense qu'on a toutes les deux plus ou moins le même projet aussi, qui est de s'expatrier. Pour la petite anecdote, Tania et moi, on s'est très vite, très bien entendus parce qu'on faisait toutes les choses en même temps. Pour vous dire, je partais sur mon chantier de travaux un jour, elle revenait de son chantier de travaux. On avait une galère sur l'immobilier, on les avait en même temps. C'était pas exactement les mêmes choses, mais pendant très longtemps, on faisait des stories similaires, presque les mêmes jours, et c'était très marrant. Et du coup, là, en fait, ça nous suit encore aussi un petit peu parce que, du coup, moi, vous le savez, je m'expatrie en Thaïlande. D'ailleurs, quand cet épisode sera sorti, ce sera déjà le cas. Et toi aussi, je crois que ça fait partie de tes projets futurs proches, quoi. Donc, peut-être qu'on abordera ce sujet-là. Mais pour moi, c'est vrai qu'il était hors de question de quitter la France sans avoir utilisé au maximum de ce que je pouvais ma capacité d'endettement pour le crédit bancaire, pour investir en immobilier. Alors, j'aurais pu continuer à investir en faisant différents montages, mais après, ça m'empêchait de m'expatrier. Donc, du coup, j'ai fait ce choix-là, mais je trouve effectivement que on a une chance de fou en France par rapport à ça. Très bien. On va commencer avec la première question, madame. Donc, est-ce que dans ton parcours, que ce soit dans l'investissement, soit dans l'entrepreneuriat, il y a eu un moment où tu as perdu une grosse somme d'argent? Oui. Est-ce que tu peux nous en parler et nous dire combien? J'ai perdu quasiment 80 000 euros sur un chantier où j'ai eu des malfaçons et un abandon de chantier. Donc, j'ai cumulé les deux. Et ça m'a coûté 80 000 euros pour reprendre, pas à zéro, mais quasiment. Et voilà. Donc, moi, je le sais, c'est pour ta maison double. Oui, C'est exactement. ça. Est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui, comment ça a commencé exactement? À quel moment tu as senti que tu as perdu les rênes, entre guillemets, et que ça t'a filé entre les doigts? J'ai naïvement cru que le chantier allait se gérer tout seul avec des gens de confiance. J'ai cru que j'allais pouvoir me passer d'un maître d'œuvre et gérer ce chantier à distance, et c'était pas du tout possible. Et pendant longtemps, j'ai été dans le déni. Donc, en fait, je réalisais pas, en fait, au début, que je perdais de l'argent au fur et à mesure que le temps passait. J'ai fait pas mal d'erreurs. Il y a des choses... Enfin, j'ai fait confiance à des gens. Il y a des red flags que j'ai pas écoutés, des instincts comme ça, des intuitions que j'ai pas écoutées. Et en fait, avec le déni, j'ai continué en fait à répéter les mêmes erreurs, à continuer à gérer à distance, à pas déléguer la gestion. Et à un moment donné, il a fallu se rendre à l'évidence au moment où j'ai eu cet abandon de chantier, quand il faut trouver quelqu'un d'autre qui veuille bien le reprendre. Et c'est là où c'est la galère, parce que l'autre personne qui va reprendre, elle va avoir un regard sans aucune, on va dire, elle va pas te faire de cadeau en fait quand elle va revenir et qu'elle va chercher à reprendre, parce qu'elle va mettre ses assurances dessus, c'est une responsabilité pour elle. Et c'est là où j'ai eu le diagnostic et je suis tombée un petit peu de haut. Donc sachant qu'il fallait déjà faire la procédure pour poursuivre pour l'abandon de chantier, donc ça il était hors de question que j'y renonce. Il a fallu défaire ce qu'ils avaient fait et refaire par-dessus. Et j'ai eu aussi la chance de tomber sur une personne qui m'a pas assassinée en termes de coûts. C'est devenu un ami aujourd'hui, et voilà, le fait est que j'en suis à 80 000 euros de surcoût là-dessus. Ok. Comment on se remet de ça, en fait? Alors, moi, à l'époque, j'étais encore en CDI, et c'est à ce moment-là aussi que j'ai développé ma micro-entreprise en parallèle. Donc, moi, j'avais tout simplement l'investissement immobilier qui faisait un petit peu de cash. J'avais mon CDI, j'avais un bon job à l'époque quand même, j'étais correctement payée. Et en parallèle, j'avais ma micro-entreprise. Donc, je faisais que travailler. Et ça m'a permis en fait de bien absorber une partie des surcoûts. Ok. Ton bien, il est toujours rentable aujourd'hui? Alors, oui. Et toi? Oui. Malgré, c'est ça qui est ouf, c'est-à-dire que si c'était tombé sur un autre bien, je pense qu'il n'aurait pas été.
Mais malgré, en fait, j'avais tellement bien acheté Ok. que avec le T'aurais surcoût. vraiment fait un truc de fou avec cette maison. Ouais, du coup. vraiment, Putain. en termes de plus-value latente, en fait, si tu veux, le cash flow, il n'est pas non plus incroyable. Je crois à la base, selon les calculs, j'étais à 250 euros, 300 euros de cash flow. Mais la plus-value était complètement folle. C'est une value à 6 chiffres. Ah ouais. Et si j'avais mieux géré, j'aurais eu une meilleure plus-value. Toujours est-il qu'aujourd'hui, si je la revends en l'état, je couvre la totalité et du surcoût, et du prix de l'acquisition, et du pécule initial en termes de travaux. Donc, Ok. Oui, donc au final, l'un dans l'autre, je m'en sors. c'était un gros apprentissage qui a Oui. coûté très cher, mais du coup, qui t'a bien servi. Tu parlais justement de red flag et Oui. d'intuition. Oui. Comment tu pourrais le traduire aujourd'hui? Genre, quand tu sens, est-ce que toi, maintenant, du coup, comme Oui. tu dis, ça fait partie des erreurs que j'ai fait, quand par exemple, tu es dans le business ou dans les investissements, tu t'écoutes du coup plus puisque tu suis ton intuition, mais comment tu pourrais l'interpréter si tu pouvais très me dur. décrire? Ouais, c'est un peu C'est dur. très difficile de décrire une intuition, mais c'est une espèce de petite voix intérieure, c'est un doute qui s'éveille dans notre tête quand quelqu'un nous parle, quand on constate une situation, quand on voit en fait un certain déroulé des faits. On se dit, c'est bizarre, je comprends pas pourquoi il me dit ça, ou je comprends pas pourquoi ça se passe de cette façon. Ou alors je lui ai dit ça, mais il fait ça. Mm. Et en fait, ça, c'est dès qu'on commence à avoir le doute, c'est bizarre. Il faut tout de suite lever ce doute. Et comme on dit, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Ouais, Et aujourd'hui, j'écoute vachement en fait mon intuition. Au début, je l'écoutais pas parce que je m'efforçais d'être rationnelle. Et j'ai fini par comprendre que dans la vie, tout n'est pas rationnel. Qu'il y a des choses en fait qu'on ressent, qu'on ne sait pas expliquer. Justement, c'est pour ça que c'est hyper difficile de te l'expliquer. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dès que je ressens un truc... Donc, ressenti, doute, ouais. quand tu sais que tu es dans une situation où tu pas à l'aise. Oui, c'est ça. Et c'est se faire confiance. Et en fait, je pense que le fait de ne pas écouter les red flags, ça vient aussi d'un manque de confiance en soi. Ok. C'est le fait de se dire, bah non, je suis folle, ou bah non, mais qu'est-ce que je pense Oui, c'est vrai. Moi, en fait, j'avais moins confiance en moi Je avant. vais pas dire oui, c'est vrai, t'es folle, mais. Non, oui, non, c'est mais. vrai, c'est compris, tu vois. C'est lié au manque de confiance en soi. Et avant, Ouais. j'avais pas assez confiance en moi. Et donc, du coup, si j'ai pas confiance en moi, j'écoute pas ces red flags que mon intuition m'envoie. Aujourd'hui, j'ai beaucoup plus confiance en moi, j'ai plus d'expérience, je sais ce que je vaux, enfin bref. Donc aujourd'hui, je m'écoute parce que je me dis, si je ressens ça, c'est que je suis pas folle, c'est qu'il y a bien des raisons, c'est compliqué à expliquer, mais c'est la réalité. Et depuis que je m'écoute, c'est démontré à chaque fois. T'esquives toujours les Ouais, magouilles. j'esquive les magouilles quand il y a une personne que je sens pas, j'évite de me mélanger avec, ou Ouais. je limite en fait les interactions. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça me sert beaucoup plus et ça se passe beaucoup mieux comme ça. Ok, grave cool. On va passer à la deuxième question, qui est une question qui va être plus sur les relations. Est-ce que toi, aujourd'hui, le fait d'avoir eu cette transformation, parce qu'en fait, moi, je le vois vraiment comme ça, dans ton évolution en tout cas, tu vois justement la différence au niveau de tes relations sentimentales, mais même autour de toi. Est-ce qu'il y a des portes que tu as dû fermer? Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont tourné le dos? Est-ce que dans ton couple, ça a été accepté, ce changement, ou pas? Ou est-ce que tu es en couple ou pas? Enfin voilà. C'est un ensemble de questions pour savoir un peu l'impact. C'est un peu particulier parce que c'est la même personne depuis plusieurs années qui a vu un peu cette progression. Et effectivement, il y a eu énormément de changements. Donc, je commence par le cercle sentimental, donc la personne qui partage ma vie. Et c'est vrai que ça fait longtemps qu'elle est là. Et au début, c'est vrai que c'est pas évident parce qu'on passe vraiment. Enfin, je suis plus du tout la même personne qu'il a rencontrée. Et c'est OK parce que on reste pas pareil, on reste pas la même personne dans sa vie. Mais c'est vrai que ça a été quand même un sacré chamboulement pour lui. Et au final, il a compris ce changement. Et aujourd'hui, je suis quelqu'un qui le tire vers le haut aussi. Non pas que lui me tire vers le bas, c'est pas tout ça. C'est en mode, c'est une autre vie. La vie de l'entrepreneuriat, c'est pas fait pour tout le monde, c'est pas évident. Déjà, la vie d'investissement, c'était pas pour tout le monde, mais on avait cette même vie-là. Mais quand je suis passée d'investisseuse à entrepreneuse, c'est là où le chamboulement a été le plus grand. Et ça n'a pas été évident parce que tout à coup, je suis très focus sur mon business. Tout à coup, après, c'est vrai qu'on ne vivait pas ensemble, donc c'était assez différent. Mais ça a permis, je pense, au final, de nous rapprocher. Parce que, en fait, c'est des phases, ça passe ou ça casse. Soit la personne accepte, soit la personne n'accepte pas. Ça se matérialise pas comme ça d'un coup, ça prend du temps. Et en général, soit on se sépare et soit on reste ensemble et ça nous renforce. Et je pense que nous, ça nous a renforcés. Pour le coup, on est encore ensemble. Ok. Donc lui, il n'est pas entrepreneur? Il est en train. Il est en train de faire sa transition, donc de passer, on va dire, du salariat, parce que lui, c'est la fonction publique, dans le monde du business. Et voilà. Parce que c'est vrai qu'on a un décalage qui est énorme. Est-ce que tu penses que c'est ton passage à toi qui l'a inspiré pour sauter le pas, ou en fait Oui. c'est quelque chose qu'il avait déjà envie de faire?
Non, je pense que c'est mon passage à moi. Je pense que si j'avais pas été là, il aurait pas du tout pris ce chemin. Parce qu'en fait, je pense qu'il croyait pas aussi qu'on pouvait faire de l'argent et beaucoup d'argent comme ça. Ok. Jusqu'au jour où je gère une de ses campagnes, on a fait 13 000 euros en une semaine. Ok. Donc là, il m'a cru. Là, il m'a dit, OK, effectivement, il y a quelque chose à faire dans le monde du business. Maintenant, je te crois. Mhm. Mais c'est quelqu'un qui a besoin d'avoir... voilà, c'est un peu un saint Thomas. Il a besoin de, Ah. il a besoin de voir et de toucher et de comprendre et de constater avec ses yeux pour y croire. Alors que moi, j'y ai cru avant d'avoir mes premiers résultats. C'est deux profils différents, on va dire. Est-ce que c'est un peu la compétition à la maison? Alors, j'allais dire non, et tout à coup, je me suis rappelé de notre quotidien. Mais oui, alors c'est pas tant que c'est de la compétition, mais c'est plutôt... Challengeant, peut-être. c'est plus une incompréhension. Mm. Parce que lui, il est vraiment bébé entrepreneur. Moi, je suis un petit peu plus avancée. Et il y a des choses qu'il va pas comprendre. Et donc, forcément, on va s'accrocher sur certains trucs. Et moi, comme je suis extrêmement cash et très direct, je vais lui dire, bah, frérot, tu vas me faire des... je parle pas comme ça, mais je lui dis, tu vas me faire des conseils le jour où tu feras de l'argent, où Mm. tu feras plus d'argent. Et c'est un peu horrible et c'est un peu cruel, mais si tu veux, moi, il y a un truc que j'ai toujours dit pour rester dans le thème des relations, c'est moi, j'écoute pas les conseils des gens qui ont moins que moi ou j'écoute pas les conseils des gens qui sont pas là où je veux être. Mm. Et tu vois, ça me permet de faire un énorme filtre. Et comme je suis quelqu'un d'assez, on va dire, introverti, même si ça se voit pas, je suis une fausse extravertie, j'adore rester seule. La majorité de mon temps, je suis seule, je sors pas énormément, j'ai pas énormément d'amis. Ça me permet de faire un énorme tri et de sélectionner vraiment, purement les gens que je vais écouter. Et, c'est extrêmement, on va dire, comment je peux dire ça? C'est très pragmatique, mais ça me permet de mettre un énorme filtre et de me concentrer sur ce qui est essentiel. Aujourd'hui, moi, je me réveille, je pense à ma boîte, je me couche, je pense à ma boîte, je me douche, je pense à ma boîte, je mange, je pense à ma boîte. Mm. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je perds pas mon temps à écouter des gens qui n'ont pas ce que je veux. Et il y a énormément de gens, en fait, dans notre vie qui viennent et qui commencent à nous donner des conseils, mais qui n'ont absolument pas la légitimité de nous donner des conseils. Ça peut être des gens de notre famille, ça peut être des gens de notre entourage, ça peut être des amis, ça peut être le pote d'un ami, de la famille, du beau-frère, du cousin. Ils ont tous un avis sur quelque chose, mais ils n'ont rien de concret sur quoi se baser. Et si tu veux, ça peut paraître cruel de dire si t'as pas ce que je veux, je t'écoute pas, mais ça permet de faire un énorme filtre et c'est une tranquillité de l'esprit pour moi qui est fantastique. Moi, mon mec, il supporte pas trop ce côté hyper perché que j'ai. Moi, je trouve ça bien. Mais il me dit, en fait, c'est pas que t'es perché. Il me dit, je l'ai compris il y a pas longtemps, c'est qu'en fait, t'es hyper sélective sur ce que tu t'autorises à écouter. Et parfois, je fais même pas exprès. Des fois, mes écoutilles sont fermées. Tu peux me parler, je m'en fous complet, j'écoute pas. Ah, je m'en tape. Et du coup, je suis pas quelqu'un de stressé, par exemple. Ouais. Parce que je fais vraiment un énorme tri dans mon environnement, quoi. Ok. Ok, donc c'est toi qui as fermé des portes, mais personne ne t'a vraiment fermé des portes. Il n'y a personne qui t'a reproché de vouloir tendre plus vers cette vie-là. Après, tes parents, ils ont été quand même entrepreneurs, même si c'était aussi à leur niveau, parce qu'ils ont monté quand même enfin, peut-être artisan, toi tu dirais peut-être plus artisan Oui. que entrepreneur, mais ouais. Est-ce qu'il y a déjà des gens qui, justement, peut-être ils t'ont pas reconnu dans cette transformation et ils se sont dit, moi, t'as changé, enfin, tu sais, les trucs comme ça. Non, mais et puis en vrai, je sais pas. Et la réalité, c'est que je m'en fous parce qu'en fait, je ne le laisse pas l'espace aux gens. En fait, je ne leur prête pas le flanc à ce genre de remarques. Ok, Genre, je ne leur laisse aucun espace pour s'exprimer auprès de moi si je m'en tape de leur avis. ok. La seule personne qui compte, ça va être mes très proches. Et c'est quelque part, c'est l'avantage d'avoir un cercle proche qui est très restreint. Mon mec m'a fait ce reproche quelque part, mais c'était dans l'intimité, donc c'est pas le même impact que si c'était quelqu'un de la famille, quelqu'un qui vit pas avec moi. Concrètement, je m'en fous. Voilà, avec mon mec, on en a parlé. Puis aujourd'hui, c'est quelqu'un qui vient dans l'entrepreneuriat, donc au final, ça s'arrange. Mais sinon, je laisse aucun espace aux autres de venir me raconter leur vie. Je m'en fous, mais alors. Trop drôle. Ok, on va continuer pardon, avec le premier petit jeu. Oui, oh là. On va faire un tu préfères. Ah, j'adore ce jeu. Voilà. Donc je vais te donner 2 situations Ah mon Dieu. et tu vas me dire tout simplement avec laquelle tu te sens le plus aligné. Ok. Ok. Tu préfères perdre tous tes investissements et ton business, mais garder ton réseau, ou garder tes investissements et ton business, mais avec 0 contact. Je pense que je préfère perdre mon business et mes investissements. Et garder ton réseau. Ouais, c'est ouf parce que je viens de dire que j'ai un cercle très restreint, mais j'ai quand même un certain réseau. Et aujourd'hui, c'est le réseau qui m'a aidé à me développer. Donc, faut rendre à César ce qui est à César. Il y a une expression qui dit Your net worth is your network. Donc, en gros, ta valeur nette, c'est ton réseau. Donc, ouais. Donc toi, tu valides. Ouais, parce qu'aujourd'hui, j'estime que la valeur de mon réseau est supérieure à la valeur de mon business et de mes investissements. C'est surtout ça. Ok. Si ça avait été à l'inverse, peut-être que si tu m'avais pris dans 5 ans,
tu vois, que j'avais déjà fait si j'avais déjà roulé ma bosse, etc., peut-être que je t'aurais fait une réponse différente. Ok. Mais à l'heure actuelle, je trouve que la valeur de mon réseau est supérieure à la valeur de ma valeur nette. Ok. Très bonne réponse. J'aime bien l'argumentation. Bien joué. Est-ce que tu préfères avoir un associé ultra brillant mais insupportable ou un associé moyen mais hyper loyal? En vrai, je préfère ne pas avoir d'associé. Mais je respecte pas les règles du jeu, là. Non. Je préfère c'est dur. Non, je préfère avoir un associé loyal. Ok. Est-ce que tu préfères être un milliardaire, enfin une milliardaire détestée ou avoir la plus grosse notoriété de ton secteur sans jamais millionnaire? Ni l'un ni l'autre. Je respecte encore pas les règles du jeu. Il y a quelqu'un un jour qui m'a dit entre riche et pauvre, le mieux c'est riche. Non, je préfère qu'on me déteste être milliardaire. Ok. Parce que je m'en fous la vie des gens. Oui, puis de toute façon, j'ai envie de te dire, il y en aura toujours qui sont. Et je pense que notoriété et appréciation, c'est deux choses différentes, je pense. Ah oui, j'ai pas dit que c'était forcément des Oui, situations ok, opposées. d'accord. Hein. Eh ben, je préfère qu'on me déteste et être milliardaire. Ok. Est-ce que tu préfères Est-ce que tu préfères monter une boîte qui cartonne mais que tu détestes ou une boîte que tu adores mais qui stagne? Je préfère monter une boîte que je déteste et qui cartonne parce que je peux la vendre. Bien joué. Pour ensuite monter la boîte que j'adore et qui va stagner. Ok. Est-ce que tu préfères gagner 1 million par mois en travaillant 7 jours sur 7 ou gagner 10K par mois en totale liberté? Je préfère gagner 10K par mois en totale liberté. Très bien. On revient aux petites questions. Est-ce que tu peux nous donner une anecdote que tu as traversée où ça a été l'un des jours les plus compliqués dans le jour ou la période, hein, les plus compliqués dans tes investissements ou ton business? Où vraiment là tu t'es dit, vas-y, c'est bon, j'en ai ras le cul, ça je lâche. J'ai jamais rien lâché en soi. Donc c'est compliqué de trouver quelque chose qui colle parfaitement au cahier des charges. Mais j'ai eu plusieurs phases dans ma vie où je me suis dit, par exemple, l'immobilier, j'en ai plein le cul. Quand je me suis fait fracasser l'immeuble par le GIGN, par exemple, c'est très récent, tout le monde connaît cet épisode maintenant. Donc là, je me suis dit, mais non, mais c'est pas possible, ça, pourquoi moi? Donc là, oui, ça m'a gonflé. Quand j'ai enchaîné, par exemple, ouais, je me souviens, c'est quand j'ai commencé à faire de la sous-location et que j'étais complètement sous l'eau. J'avais jusqu'à une dizaine d'apparts à un moment donné en gestion. C'est moi qui étais dans l'opérationnel, j'en avais totalement marre. Donc j'ai mis fin à ce cirque. Ouais, en fait, c'est surtout régulièrement, c'est dans l'immobilier parce que l'immobilier, c'est de la gestion. Et j'ai pas le souvenir d'un jour précis, sauf le jour où je me suis fait dégommer l'immeuble. Mais c'est très régulier. Ouais. Ah, ça t'arrive souvent? Oui, Ah bien oui. sûr, l'immobilier. Des fois, on se regarde avec mon mec, on gère des problèmes et on se regarde, on se dit, mais on en a marre, l'immo, quoi. On peut plus. Ouais. Est-ce que tu as quand même encore envie de continuer à investir dans l'immobilier malgré ça? Ou en fait, là, vraiment, tu te dis, j'ai fait ce que j'avais à en faire en IMO, c'est déjà très bien, et je me concentre sur autre chose? Oui, mais on va le faire différemment. Ok. C'est-à-dire qu'au début, forcément, enfin moi je dis toujours l'immobilier, c'est le tremplin du pauvre, c'est l'investissement du pauvre. Parce que personne fait ça. Enfin, je veux dire, non, mais je veux dire, les riches ne font pas ça. Il y a pas un seul mec qui est richissime qui va aller s'emmerder avec de l'immobilier locatif d'habitation. C'est un truc que les pauvres font pour lancer la machine et pour ensuite enchaîner avec autre chose. Donc, et l'idée, c'est de continuer l'immobilier, mais différemment. C'est-à-dire qu'au début, on va choisir des modes d'exploitation hyper rentables, enfin avec beaucoup de rendement, pardon, mais qui demandent beaucoup de gestion. Quand on a fait son cash, quand on a commencé à amortir un peu, on a une net worth qui augmente. Là, on se dit, bon, je vais passer à autre chose. Je vais aller vers des techniques, vers des modes d'exploitation un petit peu plus papy, peut-être avec moins de rendement, mais toujours aussi rentable parce qu'on s'améliore. Et au fur et à mesure, on s'éloigne en fait de tout ce qui génère de la gestion, tout ce qui est chronophage, pour aller par exemple vers des locaux commerciaux, pour aller vers de l'achat-revente, pour aller vers de la RP et de la résidence secondaire. C'est l'étape où j'en suis. Donc oui, tu continues à faire de l'immobilier parce que ça reste cohérent. L'idée, c'est aussi de séparer le ressenti du rationnel. On n'est pas con, on sait compter, on sait que le levier, c'est un énorme tapis d'accélérateur. On aurait tort de s'en priver parce que si on ne mange pas, on va se faire manger. Donc l'idée, c'est de continuer à le faire, mais différemment, et ça suit notre process, quoi. Ok. Ouais, j'entends. J'entends.
Est-ce qu'on peut parler chiffres maintenant, en parlant un peu plus concrètement, sur combien tu gagnes aujourd'hui si on devait comparer, par exemple, entre tes investissements et ton business? 0-0. 0-0? Je sais que c'est une réponse qui est assez ouf, mais je vais expliquer. Aujourd'hui, j'ai tout optimisé en nom propre. C'est-à-dire que, tu vois, il y a beaucoup de gens qui disent: «Ouais, il faut structurer en société et cetera». Bon, moi, déjà, je veux m'expatrier, je veux remigrer dans mon pays d'origine. Donc ça me cassait la tête, en fait, de commencer à structurer en société parce que quand tu as des sociétés en France, si elles commencent à être fortement valorisées, tu as l'exit tax, tu as le sursis d'exit tax, donc il faut avoir quelqu'un qui te représente en France. Ça coûte de l'argent, c'est chiant, il faut valoriser tes boîtes. Enfin bref, j'avais pas envie d'en arriver là. Donc déjà, j'avais pas envie d'avoir beaucoup de structures en société. Donc moi, j'avais acheté en nom propre. J'ai violé le levier bancaire en nom propre. Donc moi, aujourd'hui, même ma boîte, je l'ai mise à l'IR. Je suis loueur meublé professionnel. Et en fait, j'ai aussi fait du déficit foncier en nu. Donc en fait, tout est optimisé en nom propre. Donc en fait, moi, j'ai tout optimisé en nom propre. Tout est à l'IR. Ma SASU, le LMP, je suis en déficit. Mon déficit foncier, déficit aussi. Donc bien sûr, il y a du cash flow. Maintenant, voilà, au fur et à mesure de l'année, ça va, ça vient, parce qu'il y a des moments où il faut payer plus de charges, des moments où il faut payer moins de charges. Et ça, tu vois, je le calcule pas. Et je me verse pas de salaire. Je me verse pas de salaire en SASU hier, puisque quand tu te verses un salaire en SASU, tu te fais fracasser. Et comme j'ai un côté un petit peu contestataire, il est absolument hors de question que je paye double cotisation sociale pour 0 retour derrière. Pourquoi? Parce que quand tu es loueur meublé professionnel, tu payes déjà des cotisations sociales. Voilà, tu payes le minimum quand tu es en déficit. Donc le pass, je crois que c'est 1300, 1400 euros par mois, enfin par an, pardon. Donc déjà, c'est une certaine somme, même si rapporté au mois, c'est pas énorme. Mais voilà, ça bouffe quand même du cash. Et si je voulais me sortir en fait un salaire en SASU, je me ferais encore fracasser. Et comme je suis complètement contre ce système social qui pour moi est un Ponzi, il est hors de question en fait que j'aille remettre de l'argent dans la machine. Donc en fait, moi, je réagis en termes de rémunération annuelle et pas en termes de rémunération mensuelle. Donc si tu veux, j'ai pas du tout la même logique, par exemple, que des salariés qui vont être habitués, ils vont se dire: «Ah bah, je vais me sortir un salaire». Non, non, non. Moi, j'attends le bilan et je prends l'argent parce que comme je suis en SASU hier, ce n'est pas un versement de dividende. L'argent de la boîte, c'est ton argent. Une fois que tu as payé des cotisations minimales, je crois que c'est 5% et des bananes lorsque c'est ton activité principale. Donc, tu vois, j'ai ce petit hack. Pour moi, la SASU hier est une niche fiscale méconnue. Alors, c'est pour ça qu'elle est limitée à 5 ans d'ailleurs. Et pour peu que tu te mettes en ZRR, alors là, c'est la fête du slip, c'est hyper méconnu Ouais, en France. c'est grave cool. C'est grave cool. Moi, bah, je sais que moi, tu me parlais souvent, tu me disais ça, SASU hier, sauf qu'en fait, moi, j'avoue que j'ai fermé ma SASU et du coup, je comprenais pas l'intérêt fiscal derrière. Mais ok. En fait, l'intérêt fiscal, c'est que le bénéfice de ma boîte va être bouffé par le déficit de mon immobilier. Tout simplement. En fait, comme je suis en déficit et j'ai beaucoup de déficit reportable parce que j'ai fait beaucoup de travaux, Ouais, ouais. à la fois sur mes locations nues, qui La maison impactent double. mes revenus, voilà, qui impactent mes revenus personnels et mon LMP, dont le chiffre impacte aussi mes revenus personnels. Tout ça est en déficit. Si ma boîte est en positif, c'est un petit peu comme une intégration fiscale. Donc, Ouais, tout le monde ouais. connaît l'intégration fiscale pour les sociétés, mais personne l'envisage en fait en perso. En fait, donc moi je l'ai fait en perso. Je dis bah c'est complètement con de pas profiter de ce levier. Les premières années de ma boîte. Donc, du coup, l'idée, c'est tout le bénéfice Bien va sûr. être absorbé. Ce qui m'empêchera pas de prendre l'argent de la boîte à la fin de l'année pour Ouais, le trop verser dans ma rémunération annuelle. Donc là, c'est plutôt en annuel. Et là, si tu me demandes du coup, bah, Tania, quelle est ta rémunération annuelle? Eh ben, j'en sais foutre rien parce que ma boîte est en pleine croissance, elle est en plein développement. Ça peut être autant 10 000 euros annuels et je vis comme une clocharde et c'est déjà le cas aujourd'hui parce que je suis pas quelqu'un qui a un mode de vie très fastueux. Ou alors ça peut être 20, ça peut être 40, ça peut être 50, ça va complètement dépendre en fait du succès de ma boîte. Donc c'est des risques énormes que je prends effectivement. Et c'est vrai que je suis pas à l'abri à la fin de l'année de me dire bah, j'ai pas fait assez de chiffres, je suis bien obligée de me verser un salaire. Mais pour l'instant, ça n'a pas encore été le cas, donc pour l'instant, ça va. Ouais. T'as anticipé ma question parce que j'allais te la poser. Mais du coup, là, ta boîte, tu l'as depuis combien de temps? Fin 2022. Fin 2022. Et donc là, on est en 2025. Oui. Est-ce que tu peux nous dire, bah, elle n'a pas fait de bénéfice du coup Alors si, elle a fait du bénéfice. Là, c'est la deuxième année où je frôle les 100K. Donc cette année, j'ai encore raté de peu en 2024, mais normalement 2025, ça devrait être bon. 100 cas de bénéfice ou de CA? Non, de CA. Ah oui, de CA. 104 CA. Oh, en bénéfice, franchement, ça dépend. Bon, après, toi, du coup, comme tu optimises de fou fiscalement, tu fais passer un max sur la boîte. Ah oui, bien sûr. j'imagine. Ah oui, mais après, ça, c'est le petit jeu de tout le monde, de tous les entrepreneurs. On vit Oui. au maximum sur la boîte, ce qu'on peut, bien sûr, dans le respect des règles fiscales, etc. La fraude, c'est mal. Mais l'idée, c'est oui, tu vis sur la boîte. Tu vois, là, je suis venue tourner un podcast, j'ai pris l'autoroute. C'est pas ma poche qui a payé, c'est ma société. Ouais, bien sûr. Parce que je viens tourner un podcast, je suis invitée, etc. Donc,
voilà, tout ça, on connaît quand on est bien Bien accompagné sûr. par des experts comptables, des avocats fiscalistes, on sait ce qu'on peut faire, on sait ce qu'on peut pas faire. Mm, Donc au final, c'est pour ça que les gens sont choqués quand je leur dis que je me rémunère à zéro. Ils me disent, mais comment tu vis? J'ai dit, si tu manges ta boîte, tu vis ta boîte paye énormément de choses. Tu vois, j'étais à Paris la semaine dernière pour des events. Ma boîte a tout payé de A à Z. Ouais, après, ça, c'est normal. Moi, tu vois, je me dis, je suis complètement d'accord avec toi. Et en fait, comme tu l'as dit, hein, ça, c'est le petit jeu des entrepreneurs, petits ou grands entrepreneurs d'ailleurs. Il faut faire passer un maximum de choses sur la société parce que sinon, ça n'a pas, enfin, c'est pas intelligent. Mais d'un autre côté, je me dis, il y a des charges que tu peux quand même, justement, pas faire passer Non, avec la fiscalité. Je pense aux factures personnelles d'électricité, à minima, les courses que tu mets dans ton frigo. Il y a des choses, oui. oui, tu peux les mettre, mais tu peux Là, pas je tout vais faire passer non plus. utiliser ma rémunération annuelle. Mhm. Donc, en fait, si tu veux, la Toi, SASUIR. tu te sais, en fait, t'as ton enveloppe annuelle Oui, et tu sais exactement. que, voilà, ça, c'est ton budget pour l'année. Exactement. Ok. Absolument. Et donc, tu vois, quand tu es en SASUIR, tu as une année de transition, puisque la première année, quand tu es en SASUIR, tu n'as rien. Comment tu fais? En fait, tu vis sur ton épargne la première année. Par exemple, tu as une épargne de 20, 30, 40. Donc, tu te fixes un budget. Tu dis, bon, voilà, moi, j'ai un budget de 1200, 1500, 2000 euros par mois. Et à la fin de l'année, tu te rembourses et tu revis sur ce pécule. Et chaque année, ça recommence. Donc oui, c'est un gros risque parce que tout est millimétré. Faut pas commencer à avoir un mode de vie facieux si tu commences à te planter avec ta boîte. Donc, mais moi, en tout cas, j'y crois. Et ça, je pense que c'est bien quand tu as des investissements immobiliers à côté. Parce qu'il ne faut pas oublier que mes investissements immobiliers aussi, il y a des mois où j'ai quand même un bon cash flow positif. Ouais, carrément. Donc, tu vois, les courses, par exemple, vu que je me Oui, verse c'est pas de ça. salaire, ok, il me reste, je sais pas moi, il me reste 600 balles en cash flow ce mois-ci. Hop, ça passe là-dessus, quoi. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Non, mais c'est hyper intelligent et c'est. Enfin, je fais exprès aussi de le développer parce que forcément, je sais aussi qu'il y a des gens, ils vont se dire non, mais c'est pas possible. Eh ben si. Donc, voilà. De toute façon, encore une fois, il y aura les réseaux de Tania dans la barre de description. Donc, s'il y en a qui veulent aller débattre, vous inquiétez pas, Tania, elle sera très cash. Elle aimera beaucoup vous recevoir. Donc, n'hésitez pas à aller lui poser Absolument. des questions. Et j'ai vraiment zéro salaire, parce qu'en plus, je ne veux surtout pas avoir affaire à l'URSSAF, sachant que je vais déjà avoir affaire à eux avec le LMP. Je ne vais pas m'en rajouter pour zéro CRS derrière. C'est pas parce que je vais payer 2 fois des cotisations sociales que je vais attendre 2 fois moins à l'hôpital, pas du tout. Moi, il y a vraiment un côté rebelle là-dessus et un côté d'être hors système, même si malheureusement, j'ai pas le choix parce que je suis là. Mais il est hors de question que je me verse un salaire et que j'aille engraisser ce Ponzi, quoi. Donc c'est vrai que j'ai un côté un peu débile là-dessus. Non, de toute façon, on se sait. Je pense que toi, encore plus que moi, t'es encore plus peut-être. Comment dire? Je trouve plus les mots. Mais bon, peut-être plus énervé contre le système que moi encore. Et pourtant, tu disais au début du podcast que tu reconnaissais quand même la chance d'être en France qui est qu'au niveau culturel, toi, quand tu vivais en Serbie, quand tu as grandi, tu sentais qu'il y avait quand même un retard par rapport aux Français. Donc, bon, il y a aussi ce truc de le système, il n'est pas hyper performant, mais c'est pas le plus catastrophique non plus. Mais c'est vrai que, en tout cas, en termes d'imposition, c'est l'un des plus lourds. Oui, mais après, il faut faire la différence entre la nation et le système qui le gouverne. Il faut faire la différence entre la France et la République. Il faut faire la différence entre la France et le gouvernement. Et ça, je fais clairement la différence. La France m'a accueilli et m'a donné ce que j'ai aujourd'hui. Et je lui ai rendu d'une certaine façon, parce que je me suis engagée dans l'armée, j'ai été déployée, etc. Mais pour moi, la France ne se limite pas à la République. C'est bien plus profond. C'est un débat intéressant, Ouais. mais on va continuer avec le prochain petit jeu. Si jamais vous aimez ce podcast et cet épisode particulièrement, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire, à liker la vidéo, comme ça la mettra en avant en toute transparence. Ça va beaucoup nous aider à développer du coup l'audience et du coup à vous abonner si vous voulez ne louper aucun autre épisode. Deuxième petit jeu, Tania. On va faire un cap ou pas cap. Donc, je te donne une affirmation. Tu me dis cap ou pas cap de le faire, tout simplement. Cap ou pas cap de travailler avec un client que tu détestes juste pour le gros chèque. Non, pas cap. Cap ou pas cap de balancer un énorme dossier sur un concurrent pour l'éliminer. Cap. Il aura mérité. J'ai un dossier par personne, que je te dise. Ils ont qu'à pas avoir de casserole. Faut savoir que donc Tania, pour ceux qui n'ont pas été voir les réseaux, elle s'appelle La Veille de ma réussite. Et d'ailleurs, tu n'en as pas trop parlé du coup dans ton parcours. Mais c'est une spécialiste en veille. Donc c'est une espionne sur vos personnalités. Moi, si demain j'ai un copain et que j'ai des doutes sur le fait qu'il me trompe, j'appelle Tania direct. Je préfère vous le dire. Non, voilà. Donc pour la petite histoire, Tania, elle a beaucoup de dossiers
dans sa mallette, donc faut pas venir la chercher. Cap ou pas cap de facturer un client plus cher simplement parce qu'il a l'air riche? Pas cap. Je suis Cap. pas très communiste, moi. Ouais. Non. Je suis pas très bolchevique. Cap ou pas cap de quitter ton conjoint pour devenir millionnaire? Non, pas cap. Cap ou pas cap d'investir tout ton argent, patrimoine, business, capital, dans un seul projet ultra risqué mais avec un potentiel x100? Pas cap. Cap ou pas cap de tout lâcher demain pour partir vivre dans un pays où personne ne te connaît, donc la service ça ne compte pas, pour repartir à zéro? Cap. Cap ou pas cap de donner le nom d'une personne ou d'une société que tu ne recommandes pas du tout dans ton industrie? No cap. Allez, let's go. Tous les jours. Oh non, il faut que je fasse maintenant. Bah, c'est mieux si Ah tu me dis merde. cap. Ah non, je vais avoir des problèmes. Non, je rigole. En vrai, c'est la phase que j'aime bien faire parce qu'il y en a qui disent cap, il y en a d'autres qui disent pas cap. Pour ceux qui disent pas cap, je les laisse tranquilles. Ceux qui disent cap, je dis bah vas-y, let's go, au cas où. Non, si t'as pas envie de le faire, tu le fais pas, t'inquiète. Bah cap en DM. Allez, voilà. Vous aurez l'info. Parfait. Très bien. On continue avec nos dernières questions. Aujourd'hui, s'il y a quelqu'un dans notre audience, tu vois, qui se reconnaît dans ton parcours ou qui se dit, ok, cette nana, elle m'inspire de ouf, je veux faire comme elle. Il vient te voir, il te dit, j'ai trop kiffé ton podcast, ce que tu as partagé comme valeur, etc. Je veux faire comme toi. Par où je commence et qu'est-ce que je fais concrètement? Savoir où tu veux aller. Et si tu sais pas où tu veux aller, bah, lance-toi dans la gueule du loup et fais des choses. Il y a que l'action en fait qui est importante. Je vois trop de nanas qui se posent 1 milliard de questions et c'est complètement délétère puisque pendant qu'elles se posent des questions, il y a des gens qui font et qui prennent leur place. Donc privilégier l'action, les actions massives et proches de soi. Ça, c'est hyper important. Pas commencer à faire des actions qui sont pendant 1 an, pendant 4 semaines. Ça, on s'en fout, c'est maintenant. Moi, je parle aussi souvent du triptyque de l'enrichissement. Je vois les choses à travers 3 prismes. Le capital, le levier et le rendement. Et en gros, creuser ces 3 points et dire, OK, comment je fais pour optimiser ces 3 points? Le levier, bah, c'est simple, va commencer à lever du crédit pour augmenter ton patrimoine IMO. L'idée, c'est d'avoir un taux de rendement interne qui explose. Donc, investir le moins possible pour avoir le plus de retour sur investissement possible. C'est aussi bête que ça. Comment je fais pour avoir un rendement sur mon capital et comment je fais pour augmenter mon capital et protéger mon capital. Et l'idée, c'est d'avoir des actions massives et proches de soi sur ce triptyque-là. Est-ce que toi, tu te planifies les choses? Genre, est-ce que tu te mets des deadlines ou est-ce que tu te fais un planning d'objectifs, entre guillemets, où tu te planifies telle action, genre, je dis n'importe quoi, à 1 mois, 6 mois, 1 semaine, des choses comme ça? Est-ce que tu t'organises comme ça? Oui, j'ai des objectifs annuels. C'est pas assez précis, je pense. Mais oui, j'ai un rétro-planning dans ma tête, ouais. Et je le mets sur mon bureau. J'ai un espèce de tableau blanc où je dis, OK, l'objectif de telle année, c'est ça, 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 ça. Et mon grand plaisir, c'est de cocher les cases au fur et à mesure. Donc, des fois, il y en a que j'arrive pas. Bah, c'est comme ça. Hein. Les objectifs, c'est pas que pour être atteint. C'est un objectif, c'est un point à atteindre. Comme on dit souvent, à viser la lune, on atterrit dans les étoiles. Bon, bah voilà, parfois, je me plante, ça arrive. Mais en tout cas, ça avance. Ok. Donc, du coup, en termes de plan d'action, justement, c'est planifier et passer à l'action. Ouais. Moi, en plus, je planifie des choses très concrètes. Parce que, si tu Genre veux, un exemple? Bah, par exemple, moi j'ai mis sur mon tableau cette année, je veux être diplômée CIF, je veux avoir ma maison, ma résidence secondaire qui soit rénovée, ou au moins une partie enfin, qu'elle soit habitable. Voilà ce que j'ai écrit. Avoir tel niveau d'investissement placé, etc. Et en fait, faut pas confondre les objectifs et les résultats clés qui mènent à ton objectif. Souvent, quand je pose la question aux gens, je leur dis bon, c'est quoi ton objectif? Ils me disent investir dans l'IMO. Je dis mais c'est pas un objectif, ça c'est un moyen. Bah, c'est pour avoir du cash flow. Non, mais ça, c'est encore un moyen. Qu'est-ce que tu vas faire, toi? C'est pas un objectif. Et si tu veux, ils sont vraiment pas au clair là-dessus. Ouais. Et la première chose, c'est vraiment d'être au clair sur qu'est-ce que tu veux, en fait. Qu'est-ce que tu veux dans ta vie? Et Voilà. après, on va chercher le transport qui te permet d'arriver à ce que tu veux. C'est ça. Et effectivement, les crédits et l'immobilier, etc. Alors, à moins que toi, ce que tu veux, c'est un château, par exemple, tu vois. Là, ok, c'est un objectif. Mais sinon, je suis assez d'accord avec toi. Et c'est vrai que les gens font pas forcément la différence. Et en fait, même, je pense que les gens ne prennent pas suffisamment le temps de se connecter à eux-mêmes ce qu'ils veulent. En fait, tu vois, encore plus avec les réseaux sociaux, tu vois. Ils vivent au travers de la vie des autres. Ils se disent, ah, ça a l'air trop bien, du coup, je veux ça. Mais en fait, ils empruntent complètement le rêve et l'idéal des autres. Ouais. Tu sais, c'est un peu comme les canons de beauté. Il y a des canons de richesse. Je connais pas. Bah, les canons de beauté, c'est dire, bah, alors, une femme doit faire telle taille, elle doit peser tant, elle doit être blonde aux yeux bleus. Bah, il y a des canons de richesse en disant, bah voilà, celui qui est riche, il a une belle voiture, il a une grande maison, il a une belle femme.
Et en fait, ça, c'est juste socialement ce qui est accepté, mais ta définition de la richesse, c'est peut-être pas ça. Et moi, par exemple, c'est pas du tout ça. J'en ai rien à foutre. Moi, Oui, carrément. belle voiture, je m'en tape, mais alors, complet. Mais qu'est-ce que je vais faire avec une belle voiture? Mais qu'est-ce que j'en ferai rien, enfin, je m'en fous. Moi, ma définition de la richesse, c'est d'avoir mon grand terrain, d'avoir ma maison autonome, d'avoir mon jardin, de pouvoir me casser quand je veux, être dans la nature. Ça, c'est ma définition de la richesse. C'est pas du tout dans les canons. Aujourd'hui, c'est pas dans les critères socialement acceptés ou socialement répandus de dire, bah, ok, ça, c'est une personne riche. Ouais, bien sûr. Bien sûr, non, je suis tout à fait d'accord avec toi. On va parler un peu d'immobilier. Enfin, déjà, on pourrait comparer, parce que je sais que toi, tu n'investis pas que en immobilier. Donc, est-ce que tu peux nous parler de tes différents investissements déjà? Oui, bah, immobilier, marché financier, Bitcoin. Que Bitcoin? Oui. Alors, après, bon, j'ai déjà placé sur des altcoins parce que je suis une investisseuse, mais c'était plutôt une poche volatile et risquée. Ok. J'ai aucun, En termes de... aucun attachement. Voilà. C'était purement spéculatif, uniquement pour faire un peu la culbute et encore. Ok. En termes de pourcentage dans ton portefeuille, genre combien pour Bitcoin, combien pour les altcoins? Oh, 95% de Bitcoin. Et je termine jamais un cycle avec des altcoins. Bah ouais, pas du tout. Non, voilà, je suis vraiment à fond Bitcoin et je pense qu'à l'avenir, ça va être que ça. Et je pense que sur ce cycle-là, j'ai eu un peu raison. Je pense que tu as eu complètement raison parce que moi, du coup, je n'étais pas d'accord avec toi et je suis complètement d'accord avec toi maintenant. C'est marrant. Tout le monde est devenu Bitcoin maximaliste sur ce cycle. C'est fou la vie, vraiment incroyable. Non, vraiment. Puis en fait, la réalité des choses, c'est que t'as ta culpabilité, enfin, pas culpabilité, n'importe quoi. Ta cupidité. Ouais. T'as ta cupidité, en fait, qui t'amène vers les alts. Mais la réalité, c'est que même technologiquement parlant, c'est pas du tout la même révolution que le Bitcoin, tu vois. Donc en fait, moi, je suis vraiment convaincue. Alors après, le risque zéro n'existe pas. Il y a toujours possibilité qu'une faille arrive, que Satoshi se réveille, ou en tout cas son wallet bouge. Enfin, il y a toujours. Et quand bien même. Non mais bon, il y a toujours quelque chose qui peut arriver. Donc encore une fois, le risque zéro n'existe pas. Mais moi, je suis vraiment intimement convaincue que Bitcoin est une révolution et je suis très reconnaissante envers la vie de pouvoir me dire que je participe suffisamment tôt à cette révolution pour pouvoir me permettre de changer ma vie et potentiellement voilà, utiliser ce levier social aussi, on peut se le dire. Donc moi, mais je pense que Bitcoin est l'ascenseur, pas les alts. Je pense que les alts, c'est que le côté de spéculatif qui nous attire et c'est la cupidité qui parle. Donc oui, moi je vais trader des alts, mais en termes d'investissement, moi j'investis pas sur les alts par exemple. Donc ça, c'est pas de la... faut bien pas confondre effectivement investissement et poche volatile ou de trading ou peu importe, c'est deux choses complètement différentes. Tout à fait. Et je pense qu'il y a énormément de gens qui souffrent sur ce cycle parce qu'en fait, ils ont confondu les deux. Ils ont oublié de faire ne serait-ce qu'un bête DCA à 50 balles par mois et ils se sont focalisés sur les alts comme des gros dégènes. Et là, ils se retrouvent un peu à poil, comme on dit. C'est quand la marée se retire qu'on voit qui se baignait sans maillot de bain. Et là, c'est quand le bull run se focalise sur Bitcoin qu'on voit qui n'a pas investi sur Bitcoin. Ouais, tout à fait. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ce que je voulais dire aussi, c'était... Mais moi, genre, je suis choquée. Quand les gens... Là, tu vois, quand ça avait grave baissé et tout, moi, j'étais là en mode... Franchement, moi, j'assume. Hein, je dis, je pensais vraiment que c'était terminé pour ce cycle, tu vois. Et moi, j'étais en mode non, ça l'était pas. Moi, je regardais tout, j'ai tout croisé et j'ai pris des énormes risques. Je me souviens de ce jour, en fait, où j'étais... Je m'exprimais auprès de ma communauté, donc je faisais un live dans BTF. Et là, je prends d'énormes risques en vous disant ça, mais pour moi, c'est pas fini, il y aura un après. Et j'ai dit, c'est possible que j'ai tort. Par contre, voilà, disclaimer, c'est possible que j'ai tort. Mais je dis, je pense qu'on va plus haut. Ouais. Et il y en a, ils me prenaient pour une tarée. Ouais. Et j'ai eu raison. Non, mais après, tu vois, moi, j'étais en mode... c'est pas... Enfin, quand je dis fini pour ce cycle, c'est qu'en fait, moi, je pensais que si le cycle devait repartir, il fallait quand même qu'on aille plus bas avant. Et en fait, finalement, on s'est arrêté vraiment sur ma frontière, quoi. Donc, du coup, j'étais un peu deg. Mais oui, moi, je pensais plutôt qu'on était sur une fin de cycle en mode on rebondira peut-être, mais il n'y aura pas de nouvelle ATH. Donc, je me suis trompée. Mais effectivement, dans tous les cas, moi, dans cette phase-là, même qu'on reparte ou qu'on reparte pas, les gens qui me disaient ouais, mais mes alts, c'est pas grave, je les hold pendant 4 ans. Mais qu'est-ce que tu racontes, gros? Mais vraiment, genre, ça pour moi, c'est horrible. Non, mais tu peux hold du Bitcoin, tu vois, mais les alts, moi, quand on me racontait ça, je me disais, non, mais vraiment, vous vous rendez pas compte? Parce que même que, la preuve en est, c'est que là, Bitcoin est en ATH. Au moment où on tourne ce podcast, on est au mois de mai. Donc, Bitcoin est en ATH actuellement. Les alts ont du mal encore à se relever et ne sont pas du tout à leur ATH et n'ont pas énormément récupéré par rapport
à la chute qu'elles se sont prises. Donc, Pourtant, c'était gros comme une maison que Bitcoin serait la star de ce cycle avec les ETF. Non, mais je veux dire, moi, par exemple, je suis très fondamentale. Moi, je fais que de l'analyse fondamentale. moi, je suis pas du tout fondamental. De l'analyse technique, j'en fais quasi pas. Et je suis que fonda. Et vraiment, quand je fais en fait, tous les mois, tous les débuts de mois sur BTH, je fais une analyse de marché. C'est une revue de marché que je partage avec tout le monde. Donc, je passe vraiment sur tout, la macro, l'immobilier, la bourse, etc. Et quand j'arrive à la partie crypto, du coup, la partie Bitcoin, en fait, parce que je regarde que des analyses sur Bitcoin, je croise entre 10 et 15 indicateurs fonda. Et je me souviens de cette revue que j'ai fait, je sais plus, c'était mars, je crois, quand on était en train de pleurer du sang, je crois que c'était février ou mars. Je regardais tous les trucs, je dis, je suis mal à l'aise en fait, parce que je vois sur les graphes que tout va très bien. Je vois sur tous mes indicateurs fonda que tout va bien. Pour moi, on va plus haut, mais le marché saigne. Et je leur dis, c'est pour ça, là, je prends un risque en vous disant qu'on va plus haut. Peut-être que je me trompe, mais pour moi, ça va continuer. Donc, c'est vrai, moi, je suis vraiment très, très fonda à ce Après, niveau-là. moi, tu vois, je me dis, c'était, là, pour les... Enfin, excuse-moi de te couper. ouais, vas-y. Moi, c'est juste pour les ETF. Je peux pas prendre les ETF comme un indicateur pour moi, parce que regarde, comme tu le dis, hein, et là, pour l'instant, en tout cas, je te donne raison sur le fait que Bitcoin est le grand gagnant de ce cycle. Par rapport aux alts, évidemment, tu vois. De toute façon, personne ne peut dire le contraire pour l'instant, tu vois. Même qu'il y ait une alt season, bon, ils rattraperont leur retard, mais est-ce que vraiment ils exploseront? Bon, Bitcoin, ça restera Bitcoin, voilà. Mais tu vois, il y a eu des ETF ETH, il y a eu des ETF Solana, et pour autant, c'est pas pour ça qu'ils ont aussi bien performé. Alors oui, Solana, ça va encore, j'ai envie de te dire, c'est un peu la blockchain qui gagnante, je dirais, un peu du cycle, parce qu'il y a eu tous les shitcoins dessus, mais bon, voilà, on part trop au crypto peut-être pour la discussion, parce qu'à la base, on devait parler immobilier. Non, mais Mais voilà. juste, je me permets de conclure, c'est Ouais. que ta remarque, elle est intéressante, de dire, c'est pas l'ETF en soi Oui, qui fait que ça c'est pas les pète, lancements des ETF. mais c'est l'ETF sur Bitcoin avec les fondamentaux de Bitcoin. Oui, voilà. C'est ça qui a fait la différence. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tout le monde s'en fout de l'ETF Ethereum, tout le monde s'en fout de l'ETF, de tous les autres qui sont Ouais. sortis. Il y en a un il y a un ETF Avalanche, je crois, qui s'apprête à être. Enfin, tout le monde s'en tape, le marché s'en fout. Mais parce qu'en fait, les fonds d'investissement ne sont pas plus débiles que n'importe qui. Au contraire, ils ont les moyens de comprendre. Et ils ont les moyens de comprendre que fondamentalement, Bitcoin est différent des autres et raison pour laquelle ils se mettent dessus. Il y a une rareté sur Bitcoin qui est programmée, c'est pas forcément le cas sur toutes les cryptos. Il y a le proof of work qui a été confirmé sur Bitcoin, qui a été conservé sur Bitcoin, et c'est un énorme avantage, n'en déplaise. Donc ça, pour moi, ils l'ont très bien compris, et c'est pour ça que l'ETF Bitcoin a aspiré le marché. Et en fait, on voit aujourd'hui, tu as des nouvelles baleines, le nombre de baleines a quasiment doublé. Ces baleines, c'est des institutionnels. C'est ça en fait qui a dravé le marché. C'est pour ça que j'ai dit on peut pas aller on va plus haut. Je ne voyais pas à quelle heure, dans quel monde on allait plus bas. Mais encore une fois, je dis il y a peut-être des choses que j'ignore, mais moi je voyais pas en fait dans quel monde on allait plus bas. Ouais. Bon, de toute façon, je pense qu'on est, en tout cas, toutes les deux suffisamment d'accord sur la valeur de Bitcoin, et moi, j'en suis convaincue aussi. Mais on ne parle pas que de crypto ici. On va parler du coup de tes différents investissements. Toi, aujourd'hui, déjà, quel est l'investissement que tu préfères? Bitcoin. Bitcoin? Ouais, je sais. T'as pas changé? Je pensais que c'était la bourse, moi, tu vois. Non, pas du tout. J'apprécie la bourse, mais Bitcoin est. En fait, si tu veux, Bitcoin pour moi n'est pas que un investissement. C'est pour ça que je l'apprécie. Pour moi, c'est un outil de liberté. Ouais, vraiment. Et pas seulement un investissement. Donc oui, ce sera de la richesse générationnelle au fur et à mesure du temps, mais c'est pas que ça. Okay. C'est un outil de liberté, et les gens ne comprennent pas ça. Et pourtant, moi, je le vois gros comme une maison, donc j'ai du mal à concevoir que les gens n'arrivent pas à le comprendre. Mais parce qu'il soit vous ne vous y intéressez pas vraiment, et qu'il y a que le côté spéculatif qui vous parle et qui vous anime. Mais même, moi, j'ai vraiment du mal, surtout aux gens. Moi, j'ai fait un bac ES, tu vois. Je fais un bac ES. Après, j'ai passé un BTS et une licence économique et sociale. Et je me dis, mais les gens qui s'y connaissent un minimum en économie, je ne comprends pas qu'ils ne cernent pas l'enjeu, tu vois. Ça, pour moi, c'est vraiment autant... Parce qu'il y a de l'idéologie. En fait, si tu veux, moi, je me posais les mêmes questions. Enfin, j'avais la même interrogation. Depuis que j'ai compris que le monde fonctionnait à l'idéologie, plus rien ne m'étonne. Ok. Dans le sens où, tu vois, par exemple, l'obstination d'EDF à pas vouloir miner,
C'est de l'idéologie. Ça, c'est une... Non, mais ça, économiquement, ce serait le meilleur move du siècle. Ouais. Littéralement, on paierait l'énergie la moins chère du monde, littéralement, avec le parc nucléaire qu'on a. Et la raison pour laquelle ils ne le font pas est purement idéologique. Il n'y a rien de rationnel dans le fait de refuser Bitcoin. Ils sont juste profondément cons. Oui, mais c'est ce que j'allais dire, ils sont vraiment trop Mais voilà, teubés. mais genre, depuis que je sais que le monde est con, Parce que depuis que je sais que les- ça passe dans ma tête, genre. depuis que je sais que les gens sont bêtes, je me demande plus comment tu peux ne pas comprendre. Bah, tu comprends pas parce que t'es dans l'idéologie, donc t'es bête. Ouais, c'est chaud. Hein. C'est horrible à dire. Non, Mais franchement, oui, c'est c'est chaud. Bitcoin que je préfère. Ok. Bitcoin que tu préfères, et aujourd'hui en immobilier, quel est le système d'exploitation que tu préfères du coup? Oh, la longue durée à des pros, on me fait pas chier. Alors que j'ai pas encore eu la chance de tester vraiment à plein. Ok. J'ai un peu loué à des entreprises et c'est vraiment ceux qui font le moins chier. Ok. Euh, Donc plutôt Localco? Non, pas forcément, parce que tu peux louer à des entreprises dans des logements. Parce que Ok. moi, aujourd'hui, j'ai que des logements, j'ai pas de local Ok. commercial. Ok. Mais oui, je préférerais largement louer à des entreprises qu'à des particuliers qui sont littéralement infantilisés par la justice. Ok. Très bien. Eh ben écoute, on va finir avec un dernier petit jeu. Et après, ce sera déjà le moment de se quitter, mais j'ai trop kiffé déjà faire ce podcast. Non, mais c'est hyper intéressant, mais en vrai, je sais que nous, on peut parler pendant des heures après. Donc, Ouais. on va pas pouvoir continuer non plus. Mais dites-nous dans les commentaires si jamais vous voulez qu'on fasse une partie 2. Vous nous le dites et ce sera avec grand plaisir qu'on refera un épisode avec Tania et pourquoi pas Camille, qui est aussi une très bonne amie à nous, et faire un épisode À à 3. 3, Mais ça serait trop bien. explosif. Ça serait super. Donc, dernier petit jeu. Pour ou contre? Je te donne Ouais. des situations. Ok. Tout simplement, tu me dis si tu valides ou pas. Pour ou contre t'associer dans le business? Contre. Pour ou contre embaucher des amis, de la famille ou ton conjoint dans ton entreprise? Contre. Pour ou contre les formations en ligne? Pour. Pour ou contre démarcher des inconnus en DM sur les réseaux sociaux? Pour. Pour ou contre les personnes qui mettent en avant leur atout physique pour gagner plus d'argent? Pour. Pour ou Je contre suis libérale, moi, y a pas de problème. Hein. Fais de l'oseille, ce que tu veux, gros. Pour ou contre entreprendre en France? Pour. Elle est blasée de le dire, mais bon, elle le dit quand même. Bah, moi, je suis ouverte, hein, en vrai. Pour ou contre investir en France? C'est plus dur. Bon, contre. Pour ou contre créer un compte fake pour espionner tes concurrents? Contre. J'ai pas besoin. Ok. Moi, je viens avec mon visage. Salut. Sur LinkedIn, je me cache pas, par exemple, on voit que c'est moi qui ai consulté le profil. Elle me fait rire. Elle va venir en fait sur la loupe. Et elle va faire sa veille au calme. Vous le saurez même pas. Elle va Si faire tu ça vois discretos. si, on peut le savoir. Si tu vois ma grosse tête dans tes stories, dans tes vues de story, alors que je te suis pas, c'est que je viens voir ce que je fais. Bah bon, c'est pas une mauvaise chose. Hein. Non. On se regarde tous le trou de balle. C'est vrai. c'est vrai. Bah écoute, merci Tania. C'était vraiment trop cool. J'ai passé un trop bon moment avec toi. Si tu as un dernier mot à dire pour ceux qui nous écoutent ou pour ceux qui nous regardent, n'hésite pas à t'exprimer auprès de la caméra en face de toi. Oui, allez bosser. Éteignez vos ordinateurs et faites ce que vous n'avez pas envie de faire depuis si longtemps. Voilà, arrêtez de râler et allez bosser. Allez, parfait, je te remercie. Encore une fois, tous les liens seront dans la barre de description. N'hésitez pas, encore une fois, si vous ne l'avez pas fait déjà, à vous abonner et à liker cette vidéo. Et puis, je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Salut. Ciao.